Bonjour Mathieu, comment ça va? Bonjour, nickel, je te remercie. Alors du coup, on va faire un petit interview aujourd'hui. L'idée, c'est de faire un petit retour d'expérience par rapport du coup, au projet immobilier que tu viens de réaliser. Et du Mhm. coup, en fait, voilà, l'idée, c'est de te présenter un peu le projet immobilier que tu as pu faire, les erreurs que tu as pu faire s'il y en a eu. En fait, l'idée, c'est de donner un peu un retour d'expérience à des personnes qui pourraient avoir des questions avant de se lancer dans un projet en fait immobilier locatif rentable comme tu as pu faire sur les derniers mois. Donc, du coup, en fait, Bien, est-ce que tu peux te présenter un peu, est-ce que tu peux présenter ton parcours? bien sûr, je m'appelle Mathieu Maps, j'ai 37 ans. J'ai fait enfin, un bac ES et puis après, je me suis orienté essentiellement en alternance où j'ai fait une école de commerce et en fait un master 2 en ingénierie financière et développement à Wheeler. C'est comme ça qu'on a pu avoir l'occasion de se rencontrer. Donc ça, c'était en 2009. Et puis, au moment de la crise, de la grande récession, j'ai fait mon stage de avril et je suis rentré en France en octobre 2009 à peu près. D'accord. Voilà, Et, et- et- D'accord. oui, Et je du t'en coup, prie. là, au niveau pro, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu es Alors, salarié? Est-ce que tu es depuis, oui, oui, entrepreneur? oui, absolument. Depuis 6 ans maintenant, je suis salarié dans la même boîte, donc dans un cabinet de gestion de patrimoine et d'audit, où essentiellement on propose des solutions immobilières locatives, mais également financières. Et voilà, je suis arrivé en janvier 2016, donc là, ça fera 6 ans dans quelques années. Donc j'ai un statut CDI, voilà, depuis maintenant presque 6 ans. D'accord, ok. Et j'ai une grosse partie variable, bien évidemment, et quand Ok. même une partie fixe, mais pas D'ac- énorme. D'accord. Et du coup, Donc là, vu le compte, pa- je t'en pardon, prie. excuse-moi de te couper. Bah, vas-y, je te laisse terminer. Vu le contexte après la Covid 2020, il a fallu changer un petit peu nos méthodes de travail. Donc, on a essentiellement travaillé en visio. Voilà. Donc, il y a eu 1 ou 2 années, un peu plus difficiles qu'avant. D'accord, ok. Et je ne sais pas si tu t'en as parlé, parce que ça a peut-être, j'ai eu une micro-coupure, mais du coup, par rapport à ton salaire, est-ce que tu es plutôt à l'aise d'en parler ou tu Oh, souhaites. tout à fait. J'ai rien à cacher. Je suis à 1800. Voilà. D'accord, ok. Net. D'accord, ok. Bon, bah merci Voilà. pour Donc, toutes ce ces qui informations. n'est pas énorme, mais bon, j'ai une partie, comme je l'ai indiqué, variable aussi assez importante. D'accord, ok. Très bien. Bah, merci pour toutes ces infos. Je pense que tu as été plutôt très exhaustif. Et du coup, en fait, pour continuer sur la partie un peu. Ah ouais, du coup, par rapport à ton job, en quoi consiste ton job, du coup, de gestionnaire Alors, patrimoine? essentiellement, voilà, tous les clients qui sont intéressés par diminuer leur fiscalité, souvent, ils consultent des sites du gouvernement. Notre rôle, c'est essentiellement de les recontacter, puis de les proposer différents produits et puis d'échanger avec eux sur les solutions les plus pertinentes. D'accord, ok. Alors, souvent, on s'oriente vers les solutions immobilières locatives comme Pinel et pour les fiscalités plus importantes, c'est-à-dire plus de 20 000 euros d'impôts par an, on propose plus du monument historique. D'accord, ok. Donc là, tu leur proposes plutôt des solutions, on va dire, de réduction d'impôts, plutôt que on va dire, de création de richesse ou de création de cash flow, par exemple. Voilà, tout à Ok, fait. ok, ok. Et du coup, là, si on passe un peu sur ton opération immobilière, toi, en fait, quel type d'opération immobilière tu as faite? Est-ce que tu as acheté un appartement? Est-ce que tu as acheté une maison? Est-ce que tu as acheté Alors, en un lot fait, de biens? moi, ce qui m'intéressait, alors je sais que ça peut paraître un petit peu tôt, mais c'était déjà de penser à l'avenir. Donc, je ne même pas les 3, 4 prochaines années, mais plutôt les 10 voire 20 prochaines années. Parce que, bon, je ne me fais pas d'illusions, notre génération, on n'aura pas de retraite. Donc, il faut quand même, si on peut, bien évidemment, y penser assez rapidement et se constituer du patrimoine sécure où toi, tu n'as rien à gérer. Voilà, il n'y a pas 36 000 opérations. Il y a essentiellement les solutions produits immobiliers. Mais contrairement à nos clients qui sont intéressés par l'immobilier locatif et avec des Pinel, moi, je voulais plus un immeuble de rendement. Ok, Voilà, parce que le Pinel, il y a quand même des inconvénients. Enfin bon, on n'est pas vraiment là pour en parler, mais en gros, on achète dans le neuf, mais le prix, il est 20-30% plus cher que le prix du marché, mm, parce mm, que c'est du neuf. ouais, non seulement dans le Pinel, tu as le prix au mètre carré qui est beaucoup plus élevé que par exemple dans l'ancien. Bon, après, certes, c'est Mm. vrai, tu as les respects des normes, genre RT 2012, et maintenant tu as les nouvelles normes, je crois C'est que c'est ça, RT 2020 ou RT 2021, tout je à sais pas. fait. Et du coup,
Ouais, donc le mètre carré plus cher. Après, effectivement, tu as des contraintes où tu dois louer sur une certaine durée. Et effectivement, Oui, tu as t'as des loyers plafonnés à respecter en fonction du secteur. Et mm, du coup, toi, au niveau de ta stratégie, c'était d'acheter, donc, si je comprends bien, tu voulais partir sur de l'immeuble de rapport. Mais en fait, tout à fait. pour quel type, en fait? Pour, je veux dire, à long terme, plutôt générer des revenus, anticiper une retraite. Bien sûr, c'était plutôt avoir du revenu régulier complémentaire, OK? préparer sa retraite aussi, ça c'est quand même important. Et puis voilà, c'était surtout avoir un placement qui est sûr et surtout voilà, où tu as à gérer le moins possible. Et c'est voilà, c'est surtout tes locataires qui te remboursent ton crédit. Ok, ok. Et du coup, là, les biens immobiliers que tu as achetés, ils se composent de quoi? C'est quoi? C'est un immeuble de rapport? Alors voilà, c'est un bien qui est constitué d'une maison de 114 mètres carrés à peu près, et avec trois appartements plus un bureau. D'accord, ok, Voilà. super. Après, Et du je ne coup, tiens pas, oui, ok, ouais, je tiens pas l'adresse exacte, mais bon. oui, bien sûr, super. Et du coup, là, au niveau du prix d'acquisition du bien, est-ce que tu te souviens là du prix d'acquisition? Alors, ça a été vraiment l'excellente surprise parce que, bon, moi, j'étais persuadé qu'il fallait quand même mettre un petit peu d'apport. Donc, j'ai demandé à tout hasard à ma banque, je me faisais pas vraiment d'illusions, hein, mais ils m'ont proposé de mettre 100 000 euros. Ok. Ah, j'étais un peu Alors, surpris, attends. 100 000 euros. Avant de parler de la partie banque, ça, c'est des questions justement que je vais avoir après sur tout ce qui est banque, financement. Mais là, du coup, c'est juste pour finaliser en fait la présentation du bien. La Bien sûr, présentation du bien. Donc là, au niveau donc tu l'as dit, là, il y avait une maison, trois appartements et un studio. Et au niveau du prix d'acquisition du bien, est-ce que tu as l'information? Juste pour qu'on bien puisse sûr, donner le plus tout à d'informations fait. aux Alors, personnes qui il a nous été regardent. proposé au prix du marché, enfin, à l'agence, 350 000 euros. Ok, d'accord. Donc, j'ai pu négocier une petite décote et je l'ai payé en gros pour 337 000. D'accord, ok, très Hors bien. frais, bien Hmm, évidemment, hein. bien sûr. Parce que, ouais, après, tu as vu, bon, les frais, on va peut-être en discuter, mais au niveau de la banque, ouais, donc du coup, il y a eu les frais de garantie, les frais de commission, frais de dossier, frais de notaire. Et grosso modo, et bon, tu es sur une opération, je crois que tu es sur tu as une opération, on va dire, totale, grosso modo, de 378 000 euros. Allez, j'ai C'est arrondi ça, 379 000 euros. c'est ça. Ok. Du coup, il y avait une taxe foncière à 1400 euros par an et grosso modo, tu avais sur cette opération une. Euh, alors, je ne sais pas si on a parlé un peu des biens. Est-ce qu'ils étaient loués ou pas, tous ces biens? Tous les biens sont loués, sont déjà loués. Ok, Il y en a un qui l'est depuis septembre 2020 et le plus ancien, c'est 2017. ok, ok. Et tu te souviens un peu du montant des loyers par appartement ou... Bien sûr, alors la maison, c'est 760 euros. Ok, Il y a un appartement où c'est 480, un autre où c'est 580, et puis le bureau, c'est 200 euros. Et il y en a un autre, alors je n'ai plus le montant exact, mais bon, ça doit être près de 500 euros. ok. Donc l'ensemble, c'est 2485. Allez, Ouais, ouais. arrondissons à 2500 Je euros. crois que le dernier, c'était 430, il me semble. Tu avais, ouais, donc C'est une voilà, maison à 760, un F2 à c'est ça. 580. Un studio à 480, un Ah autre non, studio à 430 et un bureau à 200, je crois. C'est ça? c'est ça. Ok. Le tout, ouais, c'est 2005, enfin 2485. Ouais. Et au niveau des surfaces, ouais, il y a un studio qui est plus cher que l'autre, on va dire Alors le voilà, plus parce cher. qu'il y a un peu plus d'espace. Ouais. Donc, Mais l'ensemble global, c'est 290 mètres carrés. ouais. Et du La coup, ouais, maison, plus tout compris. exactement. Ouais, donc pour synthétiser, il y avait une maison de 114 mètres carrés, donc louée 760 euros, un F2 41 mètres carrés loué 580, un autre studio de 39 mètres carrés loué 480, un autre studio de 32 mètres carrés loué 430 et le bureau de 14 mètres carrés loué 200 C'est euros ça. pour donc du coup un loyer mensuel cumulé de 2450 euros. Voilà, c'était ça. Et du coup, là, juste une petite chose, le bureau, tu as réussi à le louer ou c'est ou pour le Le moment? bureau, oui, oui, en fait, Ok, c'est l'ancien locataire qui bon, le loue à travers une société immobilière. ok, d'accord. Enfin, Ok, une société pas immobilière, mais voilà, il est loué, effectivement. On gardait tous les mêmes locataires. d'accord, ok. Et du coup, Voilà, bah là, si on faisait le calcul, donc si on prenait le prix du bien, donc grosso modo 345 000, frais de garantie 3620, frais de commission 3450, frais de dossier 1900, frais de notaire 24 900,
on avait un montant total d'acquisition de grosso modo 378 000 euros. Et au niveau de la rentabilité brute, je crois qu'on était sur une opération grosso modo à 7% et une rentabilité nette, je crois, à 7,7, quelque Un chose peu comme ça. plus. Oui, 8,4, quelque chose comme ça. Ok. Et du coup, ouais, avant de parler de la partie banque, financement, etc., comment en fait tu as trouvé cette opportunité de cette opération immobilière, cette opportunité immobilière? Donc, j'ai consulté plusieurs sites. Effectivement, tu m'avais parlé, oui, d'un site voilà, où il fallait en gros quelque chose qui soit loué, d'après tes conseils, tout de suite, qui était prêt justement, où il n'y avait pas de travaux. Ça, c'était pour une première opération essentielle pour quelqu'un de mon profil. Donc, effectivement, après, j'avais fait plusieurs visites dans d'autres villes, notamment à Mulhouse. Mais après, bon, Mulhouse, il y avait eu des problèmes avec notamment quelques propriétaires, quelques locataires. Donc, voilà, moi, je voulais quelque chose qui soit disponible assez rapidement. Et c'est par cette annonce que j'ai voilà, trouvé donc, la région qui est située dans le nord. Ok, très bien. Ouais, pas besoin de dire la ville pour pas, Je pense que oui. vu que je suis convaincu que tu vas faire d'autres opérations dans le même secteur, voilà, tu Non. peux garder la ville pour toi. Et du coup, alors, quand tu as visité ce bien, alors quel a été ton ressenti? Est-ce que tu as pu Alors, parler avec les locataires? Quel a été alors ton ressenti? j'ai eu un très, très bon feeling avec le vendeur. Donc, il m'a même accueilli à la gare. Et après, effectivement, on a visité les biens. J'avais rencontré deux locataires, essentiellement, parce que c'était en juillet. Donc, il y en avait qui n'étaient pas disponibles. Voilà, bon, bah, j'ai vu qu'ils c'était des profils dans l'ensemble assez sérieux, qui étaient là voilà, depuis quelques années. Tout se passait bien. Il n'y avait pas eu voilà, de problème particulier. C'était dans une zone, un secteur plutôt tranquille. Donc voilà, ça c'était pour la première visite parce que j'avais fait après la visite d'un autre bien qui m'avait beaucoup moins convenu, D'accord, dans le ok. sens où il y avait des travaux, il y avait plein de choses à faire. Donc du Voilà, coup, moi ouais, je tu voulais as quelque visité le chose. bien, donc tu as pu rencontrer donc bon feeling avec le propriétaire, tu as pu rencontrer les locataires qui étaient là sur plusieurs années. Depuis longtemps. Tu savais s'il y avait des impayés ou un historique d'impayés au niveau des loyers ou ça, c'était une question que tu Alors, avais posée? oui, 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 bien sûr. Donc, effectivement, bon, après, il y en a un qui était là depuis septembre 2020, donc ça faisait à peine un an. Donc là, il n'y avait pas de problème. Et puis après, bien évidemment, j'ai demandé, donc ça aussi, enfin, on pourra en parler, mais il y a deux locataires où c'est une agence externe, comme ils sont sous tutelle, Ok, qui gère pour les loyers. Donc là, d'accord. il n'y avait pas de problème. Ok, ouais, ça c'est une stabilité. C'est comme si un peu tu touchais des loyers de la CAF, ça tombe régulièrement. Voilà, Voilà, bon, tant qu'il n'y a pas de problème au niveau du dossier, ça tombe assez régulièrement et puis c'est limite plus standard, on va dire, qu'une personne qui oublierait de payer son loyer c'est ça. ou qui aurait du retard ou je sais pas, une perte d'emploi, etc. Là, c'est pratiquement, euh, bon, grosso modo, un organisme externe qui se gère de payer les loyers. Donc c'est, on va dire, une petite garantie supplémentaire. Ok. Et, Après, c'est vrai que pour le bureau, bon, je n'ai pas demandé spécialement, comme c'était que 200 euros de loyer, ok. il n'était pas là en plus, donc je n'ai pas trop posé de questions là-dessus. Ok. Ok. Et du coup, quand tu as visité les biens, pour les biens que tu as visités, quel était l'état à l'intérieur? Tu avais des travaux de rafraîchissement, une cuisine, Non, une salle non, de bain à non, refaire, non? non, non, Ok. ça c'était la bonne nouvelle, c'est tout était propre, tout était nickel, les travaux avaient été refaits un an à peine avant, donc voilà, il n'y avait pas de... J'ai Ok. visité ouais, la maison et deux appartements, et Ok. il n'y avait rien à dire. Ok. Nickel. Très bien, très bien. Et bah, du coup, ouais, si on passe un peu sur la partie banque, financement, quelle a été en fait l'expérience avec ta banque historique? Parce que je crois qu'avant Alors, de passer par je crois que tu es passé par un courtier après, mais hum, ouais, quel a été ton premier feeling avec ta banque historique dans laquelle tu es depuis plusieurs années, je pense, je crois depuis oui, que oui, tu es oui, étudiant. plus de 15 ans. Ok. Et du coup, bah, en fait, quelle a été ton expérience? Vas-y, si tu peux un peu nous Alors, ben raconter. voilà, ça c'était oui, ma grosse inquiétude, c'est la partie banque. J'avais peur que mon dossier soit un petit peu juste, qu'il fallait mettre de l'apport. Donc, bon, ben,
je me faisais une guerre d'illusions, à vrai dire, sur ma banque historique. Bon, j'ai quand même tenté le coup. Et effectivement, ils m'ont demandé les informations classiques, mes relevés d'impôts, mes, mes relevés de banque sur les 3 derniers mois. Enfin, que j'étais bien en CDI. Et voilà, ils m'ont dit quand même, je leur ai bien précisé pourtant le projet, hein, que tout s'autofinancait, que les biens étaient déjà en location, qu'il n'y avait pas de travaux. Mais bon, ils m'ont dit quand même de mettre 100 000 euros d'apport pour un projet qui s'autofinance. Alors, j'avoue que j'étais un peu surpris, surtout que voilà, j'étais un client sérieux. Il n'y avait jamais eu aucun de retard. J'ai été peut-être 1 ou 2 fois à découvert, mais c'est tout, quoi. Ça n'avait jamais duré. Donc, j'étais un peu. Donc, après, effectivement, j'ai contacté un autre courtier, les CAFPI, pour ne pas les. Voilà, et pareil, ils m'ont dit qu'ils pensaient qu'elle allait être un peu juste parce qu'ils étaient obligés de pondérer les loyers de 30%. Et donc, effectivement, après, j'ai tenté encore le coup avec effectivement un courtier extérieur. Ok. Et alors, Et juste un petit point. Là, tu disais que tu avais déjà été à découvert, sauf que là, les découvertes que tu as eues, c'était il y a longtemps. C'était supérieur à une c'était il y a période plus de 15 ans. Ok, plus de 15 ans, donc bien supérieur aux 3 derniers relevés Ah, de bien banque qui sûr, pourraient te demander. Ok, très bien, très bien. bien sûr. Donc, À vrai dire, ouais, j'aimais pas trop, mais bon, j'étais étudiant, je sortais, donc voilà, c'était le lot de 1 Français sur 3, malheureusement, qui sont à découvert tous les mois. ok, ok. Ok, nickel. Donc ouais, donc là ils te disaient de mettre, grosso modo, ils t'ont proposé de mettre donc 100 000 euros d'apport sur la Mm, table. c'est Euh, ça. ok, donc je pense que au niveau du calcul, je pense qu'ils ont dû faire un calcul d'endettement plutôt classique au niveau C'est ça, au lieu d'un calcul en mode différentiel. tout à fait. Ok. Du coup, alors qu'est-ce que tu as fait quand cette banque t'a proposé de faire. Tu te souviens quand elle a calculé ton endettement, à combien d'endettement elle t'avait mis quand elle a fait le calcul Elle m'avait dit classique? oui, pratiquement 40%. Ok, ok, Voilà. Parce qu'elle n'incluait pas les primes. Et ok, comme je te l'avais expliqué, j'ai une grosse partie variable. Mais même si ça fait plus de 3 ans que voilà, je touche les primes, elle ne les avait quand même pas inclus. ok, ok, très bien. Donc quand tu as dit ça, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, ok, bon, vu la bonne opération, j'accepte de mettre les 100 000 euros sur la table ou tu t'es Non, dit. non, non, j'ai été très, très désagréablement surpris. Pour un projet qui s'autofinance, je pensais quand même qu'il pouvait faire un effort. Donc, j'ai voulu tenter ma chance avec un courtier. Ok, Et c'est là, après, où j'ai contacté la CAFPI. ok, Pourquoi la CAFPI? Parce que c'est pratiquement le courtier le plus important. Il y a plein d'agences près de chez moi. Donc, en plus, avec notre travail, on est amené à travailler souvent avec eux. ok, Et voilà, donc exactement pareil. Je leur ai dit un peu mon projet, je leur ai annoncé les montants des loyers et tout. Et pareil, ils pensaient que ça allait être un petit peu juste. Donc, quand je leur ai demandé leur calcul, ils ont fait exactement le calcul classique. Ils ok. m'ont dit qu'ils ne faisaient plus de différentiel depuis justement la crise du Covid. D'accord, ok, ok, très Parce que le bien. calcul différentiel, effectivement, ça a changé complètement la donne. Là, je crois que je passais à non pas 40, mais 26%. Ok, ok, très bien. Donc là, le deuxième courtier te fait grosso modo le même calcul que ta première banque historique. C'est ça. Il te propose de mettre combien d'apport cette fois? Pareil, 100 000 ou peut-être un peu Non, non, moins? non, un petit peu moins, 80 000. Ok, 80 000. Ok, très bien. Et du coup, là, tu te dis, hors de question de mettre un apport pour un projet finançable déjà rentable, déjà Bien autofinancé. sûr, Là, tu passes par un autre courtier, sans forcément voilà, dire le nom, mais voilà, que tout s'est-il à passé fait. avec ce courtier du coup? Tout à fait. Donc là, c'était la bonne surprise, c'est-à-dire que bon, on ne s'est jamais rencontré en physique, hein, on n'a fait que des visios. Et donc, je lui ai clairement précisé voilà, mon produit, mes loyers que j'allais percevoir. Bon, après, il m'a fait remplir plusieurs documents, ce qui est tout à fait normal. Et donc, je lui ai énoncé vraiment exactement tout ce que j'allais toucher. Et donc, après, là, il m'a dit effectivement que oui, obtenir un prêt en différentiel, c'était plus compliqué, vu le contexte, mais pas infaisable. Donc déjà, ça me plaisait beaucoup mieux, contrairement aux 2 autres que j'avais rencontrés avant qui me disaient que oui, non, c'était plus possible avec la crise du Covid. Pourquoi pas après, mais pour l'instant, on ne fait plus ça.
Donc déjà, ça me plaisait beaucoup mieux. Et après, effectivement, il m'a proposé un peu de formules et il me dit, mais monsieur, pourquoi finalement vous ne créerez pas une SCI? Ok. Alors, société civile immobilière, où vous vous associerez avec une autre personne et par exemple, vous metteriez 99% des parts et l'autre associé aurait que 1%. Donc là, vous obtiendrez facilement votre crédit et en plus, vous n'aurez non pas 26% d'endettement, mais zéro, puisque vous passez par une société. Voilà, vous ne vous endettez pas en nom propre. Donc, si vous souhaitez après avoir votre résidence principale, voilà, vous auriez 0% d'endettement. Ah, je me disais, intéressant, effectivement. Donc, je me dis, bah, écoutez, je vais y réfléchir. Et c'est là où je prends contact avec un conseiller fiscaliste. Voilà. Et donc, je lui explique un peu mon projet. Et après, il me dit effectivement, bah, oui, c'est vrai que vu ce que vous me décrivez, ce serait beaucoup plus intéressant. Après, attention, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, parce qu'il y a le choix entre l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Donc, il me dit clairement, moi, je vous conseille de faire l'impôt sur les sociétés et surtout de faire passer le plus de charges possible que vous avez, voilà, pour diminuer votre bénéfice, enfin, du moins les premières années. Ok, ok. Après, c'est vrai ce que tu disais par rapport en personne, ce que disait le précédent courtier par rapport à depuis depuis la crise du Covid, oui, il y avait, on va dire, il y avait certaines règles comme ils appelaient ça, du Haut Conseil pour la stabilité financière qui réduisait en fait le nombre d'années en fait, la durée de détention d'un crédit. Je crois qu'ils évitaient un peu le 25 ans. Ils disaient, voilà, on va plutôt réduire sur 20 ou 23 ans. Mais ça, c'était pas des règles imposées, c'était plutôt, on va dire, des, euh, des, des recommandations. Et effectivement, il y avait également la partie sur l'endettement où il réduisait grosso modo l'endettement allait entre 30 et 33%. Même sur certains dossiers, bon, il y avait des dérogations à 35%. Oui. Après, effectivement, quand tu dis qu'il n'y avait pas d'endettement sur la SCI, effectivement, c'est pas d'endettement sur la personne En physique nom parce que propre. SCI, c'est une personne morale. Et en plus de ça, il me semble que sur certaines SCI, bon, c'était un dossier, tu peux carrément aller assez facilement au-delà des 35%, assez facilement au-delà des 33-35% en fonction du montage en SCI que tu peux réaliser. Ok, Bien sûr. bon, bah super. Attends, fais voir du coup quelle question j'avais. Ah, Du je coup, ouais, précise, oui, excuse-moi, encore une autre chose, c'est que la courtière avec laquelle je suis en contact m'a dit qu'avec une SCI, on peut faire plusieurs opérations et même aller dans certains cas jusqu'à 2 500 000 euros. hmm, ok, Voilà. ok. Ok. Et du coup, par rapport à la fiscalité, ouais, donc par quel type de mode d'acquisition tu as opté? Tout à l'heure, tu parlais de la SCI à l'IS, donc impôt sur les sociétés. Et du coup, Oui. comment tu as fait un peu pour constituer, voilà, pour Alors, t'associer, pour trouver la deuxième personne de confiance, voilà. pour Donc, rédiger les statuts et effectivement, tout ça? rédiger les statuts, ben, je suis passé par, après avoir un peu tâtonné, donc ça, voilà, c'était début septembre à peu près, pour remettre un peu le contexte. Et donc, effectivement, bah, je suis passé par LegalStart, tout pareil, tout s'est fait en visio, je n'ai jamais eu à rencontrer les personnes. Ils m'ont donné un formulaire, voilà, j'ai dû remplir notamment l'adresse auquel je souhaitais le nom de ma SCI soit domicilié, le nom bien évidemment de mon associé, combien de pourcentage de parts il détenait. Effectivement, bah, j'ai suivi les recommandations aussi voilà, d'un notaire qui me conseillait de mettre 1 000 euros de capital social. Ok, ok, Parce que là, c'est devenu plus intéressant. ok. Et tout à l'heure, là, par rapport à la fiscalité, tu disais que tu étais passé par un fiscaliste là, pour réaliser une stratégie fiscale? Voilà, qui me conseille au mieux. Et effectivement, c'est lui qui m'a recommandé de passer par l'impôt sur les sociétés, Ok, ok. tout en déduisant un maximum de charges. Ok, très bien. Ouais, donc toi, dès le départ, tu t'es dit, je vais payer les conseils d'un fiscaliste, docteur en droit fiscal, si je me souviens bien, qui, dès le départ, en fait, a fait une stratégie sur le très long terme, parce que je crois que sur les stratégies, sur les recommandations qu'il t'a données, en fait, en anticipation, il t'a déjà dit, voilà, si demain, tu achètes un autre bien, toujours dans la CILIS, etc., tu seras toujours dans la capacité d'optimiser de la meilleure des façons. Ok. Tout en déduisant un maximum de charges.
Ok, très bien. Et là, ouais, juste une petite question qui pourrait intéresser justement ceux qui nous regarderont. Là, au niveau des biens qui étaient loués, tous les biens, ils étaient comment? Ils étaient loués en nu, c'est-à-dire qu'il y avait toi, l'ancien Alors, dans les propriétaire? baux initiaux, voilà, Ouais, ils étaient tous loués en nu. ok, très bien. Donc, effectivement, ça, c'était important, oui, oui. Ok, ok, très bien. Ok, et du coup, donc le mode d'exploitation, ouais, donc c'est tous les appartements et également le bureau, tout est loué en nu. Au niveau de combien tu loues les appartements, ça, on a répondu tout à l'heure, hein. Donc il y a une Mhm. maison, donc 114 mètres carrés loué 760 euros. On a un F2 41 mètres carrés loué 580 euros, un studio un peu plus grand de 39 mètres carrés loué 480 euros et un studio de 32 mètres carrés loué 430 euros et le bureau du coup de 14 mètres carrés loué C'est ça, 200 euros, 200. 200 euros pour un loyer cumulé total de 204, 2450 euros par mois. Du coup, ouais, en termes de revenus locatifs par mois, ça on l'a, donc 2450. Ok, je regarde. Ah oui, du coup, par rapport à la mensualité de crédit. Donc, en fait, quel type de crédit tu as eu via le courtier là? Là, j'ai obtenu justement après en différentiel, Ok, où les 6 premiers mois, bah, j'allais avoir des mensualités moins importantes. Je peux le dire, hein, c'est 665 euros. ok, Et après, effectivement, à partir de au-delà de 6 mois, ça va passer à 1600. ok, ok. Euh, ok, alors attends. Ah ouais, voilà. Donc la banque, ouais, on a dit qu'elle avait fait un calcul différentiel. T'as eu un... Est-ce que tu as eu un différé? Donc là, tu parles d'un différé bancaire, là. Donc Oui, le différé, là, c'est-à-dire pendant combien de temps tu vas payer la somme qui est justement inférieure à la mensualité à l'échéance que tu auras sur les mois d'après? bah, 6 mois, les six Six premiers, mois. enfin Ok. jusqu'à août 2022. Ok. Donc là, tu as eu un différentiel partiel, c'est-à-dire que tu payes uniquement sur tes 6 premiers mois, tu vas payer uniquement les intérêts d'emprunt. Et après, du coup, à partir du septième mois, tu vas payer non seulement les intérêts d'emprunt, mais également le remboursement de capital. Voilà. Ok. Et du coup, ça te permet de générer au niveau des rentrées de loyer, tu sais, là, combien tu rentres de loyer. Donc là, le premier mois, les 6 premiers mois, combien tu vas rentrer de loyer? Ah ben, 2450, comme on avait calculé. Ok. Ah oui, pardon, 2450 fois 12. Ouais. Donc, que je te dise pas de bêtises, bah, ça fait 12 000, près de 15 000 euros. Mm, mm. Ouais, donc du coup, si tu fais la différence en termes, voilà, si on prend, on va dire, le cash flow brut, sachant que j'avais, même en rajoutant la taxe foncière, grosso modo, sur les 6 premiers mois, tu vas encaisser 1654 euros. Et à partir du septième mois, tu vas toucher, bah, vu que l'échéance passe je crois que c'était 678 euros, là, si je regarde le document de prêt, tu vas passer de 678 euros de mensualité sur les 6 premiers mois à 1659. Et du coup, bah, sur les 6 premiers mois, tu encaisses 1654 euros de cash flow. Et après, à partir du septième mois, tu vas encaisser 673 euros de cash flow, sachant que j'avais inclus la taxe foncière dans le calcul. Parce que tu avais une taxe foncière, toi, de 1404 euros. Donc, si tu divises par 12, ça fait une taxe foncière à 117 euros par mois. Ok, super. Et D'accord, tu les savais déjà. ouais, ouais, j'avais fait le calcul. Tu confirmes ou j'ai peut-être oublié des éléments Non, 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 bah, c'est ça, à peu près, oui. Ok, ok. Du coup, ouais, au niveau de la fiscalité, ouais, du coup, en fait, ce qui est bien aussi par rapport au différentiel, euh, au différé partiel que tu as sur les 6 premiers mois, bon, le temps de mettre en place le système, de bien encaisser tes loyers, d'envoyer des courriers, etc., de gérer l'aspect, on va dire, administratif, bah, sur les 6 premiers mois, tu vas pouvoir quand même bah, encaisser tes loyers et te constituer une petite trésorerie qui Bien pourra sûr, t'aider à faire face, je ne sais pas, allez, disons, demain, tu as une fuite, demain, tu dois remplacer une porte, etc. Même si aujourd'hui, il n'y a pas de travaux, on ne sait jamais. Si demain, tu as un imprévu qui arrive, bah, cette trésorerie-là, ce cash flow, positif te permettra de constituer une trésorerie qui te permettra de faire face à tout imprévu qui pourrait arriver dans les 6 mois. Donc, tout à c'est fait. plutôt intéressant.
Après, là, l'idée, bien sûr, c'est de laisser dans la SCI, de pas sortir de dividendes, etc. Mais bon, je pense que c'était quelque chose que tu n'avais pas forcément prévu de faire dans l'immédiat. Du coup, ouais, combien de revenus locatifs, ça on a répondu. Quelle mensualité de crédit, combien cela te rapporte. Ah ouais, et du coup, au niveau de l'exploitation, donc là on est passé dans la partie exploitation, on quitte la partie fiscale, on rentre dans la partie exploitation. En fait, pour quelle raison, tu as peut-être répondu à ça au début de l'interview, mais en fait, pour quelle raison, exhaustive, on va dire, avec, au pluriel avec un S, tu avais envie de te lancer dans l'immobilier? Je crois que tu avais parlé de l'aspect retraite, mais est-ce qu'il y avait d'autres aspects Effectivement, justement et l'aspect complément de revenu Ok. et le fait que ce soit assez sécure. Hmm. C'est-à-dire que voilà, toi, tu passes par une agence, tu n'as pas forcément à t'en occuper tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis surtout, elle se constitue un patrimoine. Ok. Parce que bon, tu crées ta société, ça marche très très bien, tant mieux pour toi. Mais il y a des années où ça marche moins bien, où tu peux perdre 50, 60% de ton capital. On ne sait jamais, hein, c'est des risques qui arrivent. Dans l'immobilier, c'est juste impossible. Hmm. Ouais, parce que bon, il peut avoir des variations au niveau du Oui, prix de mais il n'y aura l'immobilier, jamais 50% de bien sûr, variation une année, ce n'est pas bien possible. sûr. Après, c'est vrai que quand tu regardes au niveau historique du prix de l'immobilier depuis, allez, je vais être sympa, je vais mettre, allez, depuis les années 1800, peu importe les crises. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu quand même de l'inflation qui a été assez. Tu as eu des phases inflationnistes qui ont été quand même assez fortes. Mais en fait, peu importe les crises, que ce soit les crises de 90, de 1990 ou la crise de, par exemple, 2008 des subprimes, même avec les petites volatilités vers le sud, on va dire négatives qu'il y a eu, le prix de l'immobilier, en fait, il a toujours surpassé ces crises et sur le long terme, il a toujours évolué à la hausse, peu importe les prix. Je te parle de moyenne française, je ne parle pas que de Paris ou des grandes villes, mais si on regarde en termes de prix sur la France, les prix ont toujours augmenté sur le long terme. Donc oui, là, ton bien immobilier, il y a peu de chances qu'il fasse moins 50% sur les En années à une venir. année, impossible. Et puis même, j'ai envie de te dire, peu importe le prix de ton immobilier, même si dans 20 ans, il perd, ça c'est vraiment pour penser, on va dire, en dehors de la boîte, même si demain, ton bien immobilier, ou dans 20 ans, il perd 10 ou 20%, en fait, toi, ça ne t'impactera pas parce que toi, ton bien immobilier, il est remboursé par tes locataires à chaque fin de mois. À chaque fin de mois, il est remboursé et en plus de ça, tu as un cash flow. Donc même si dans Surtout que 20 j'ai ans, mis à mettre zéro d'apport. ouais, donc tu as mis zéro d'import, mais même si dans 20 ans, il perd 20%, au fond, en fait, c'est pas plus important que ça parce que ton bien immobilier, en fait, il est remboursé automatiquement. Et j'ai envie de dire, dans 20 ans, tu auras un bien qui sera complètement gratuit, en fait, parce que c'est d'autres personnes qui l'ont payé pour toi. Donc ça, il y a pas, voilà, il y a moins de risques à perdre que ton. En tout cas, moi, j'aurais moins peur de perdre que mon bien immobilier perde de la valeur quand, bien sûr, il est remboursé par des locataires, que avoir, par exemple, une action en bourse ou une crypto-monnaie qui, elle, perdrait 50% parce que là, bah, c'est du cash que tu as mis dès le départ, alors que là, ton bien immobilier, tu C'est as mis ça, 0 € sur la table. tout à Ok. fait. Et du coup, donc c'était de créer un patrimoine, un peu préparer ta retraite. Et est-ce que là, bon, là, tu as acheté en SCI à l'IS, donc là, tu comptes vraiment garder sur le long terme. Je ne pense pas que tu comptes vendre prochainement. Non, non, non. Ok. Et enfin, on peut en parler plus tard, mais ouais, le but, c'est clairement de faire une deuxième opération, D'accord, ok. voire une Ok. troisième. Ok. Donc là, tu es rassuré. Alors, là, par rapport à la première opération que tu as faite, est-ce que tu es plutôt rassuré ou est-ce que tu te dis non, mais en fait, l'immobilier, c'est compliqué, il y a trop de problèmes Je dirais pas, non, non, c'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'il faut s'y consacrer, quand c'est ta première opération, en tout cas, au moins, dans l'idéal, 2 heures par jour. Ouais, C'est-à-dire ok. depuis la signature jusqu'à la signature notaire, en fait. Enfin, Ok. depuis la signature de compromis jusqu'à la signature notaire. Bon, moi, il y a eu un petit peu, ça a duré un peu plus de temps que prévu. J'ai signé, acté, pardon, chez le notaire le 27 décembre. Donc, voyons, allez, ça a pris 4 ou 5 mois. 5 Après, mois. bon, c'était, voilà, en août, pratiquement, ça tournait au ralenti. Puis, voilà, il y a eu effectivement, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais voilà, non, non, j'étais pas plus inquiet que ça, mais c'est vrai qu'il faut quand même être prêt à s'y consacrer au moins 1 heure, voire 2 heures par jour. Ok. Ouais, sachant que tu es tombé là au niveau de la signature, tu es tombé pendant les Scolaire, vacances scolaires. Donc, en France, c'est 2 mois, hein. 2 mois. Donc, je pense que déjà, quand tu contactais ta banque, souvent, elle était en vacances, elle revenait 3 semaines après. Donc, déjà, rien que c'est ça, ça. ça te faisait perdre un peu de temps.
Puis c'est vrai que les notaires aussi peuvent être en vacances. C'est vrai qu'en fait, Bien sûr. les périodes de vacances scolaires, les périodes d'été et surtout les vacances d'hiver un peu, pas d'hiver, mais plutôt de Noël, c'est des périodes qui sont quand même assez creuses où il faut quand même attendre. Qui tourne au Mal- ralenti, oui. Ouais, ok. Ok. Et du coup, en fait, si on passe un peu dans la partie mindset, quel était en fait ton mindset sur l'immobilier un peu locatif rentable avant de te lancer? Parce que toi, c'est vrai que là, aujourd'hui, tu travailles dans un cabinet de gestion de patrimoine. Et c'est vrai qu'avant, quand on discutait un peu de l'immobilier, je te dis oui, tu as vu, tu as des biens immobiliers qui peuvent s'autofinancer. C'est vrai qu'au départ, tu me Alors, disais, tu avais du mal à y j'étais un peu croire. sceptique. Oui, voilà, Ouais, tout à fait. Parce que moi, c'est la partie surtout impayée qui me faisait peur. ok. Alors qu'en fait, ça ne concerne que 2% des loyers dans toute la France. Ouais. Et il y a plus certaines zones qui sont concernées, Mm, notamment le sud-est mm. et les grandes villes. Donc voilà, moi, ce que je recommande, c'est pour un immeuble de rendement, jamais partir sur ces villes-là, comme Nice, ou comme Cannes, ou comme. Non, non. Il y a trop de risques d'impayés. Après, Donc bon, c'est pour ça. Nice, Cannes, t'as des très bons quartiers aussi. Je pense que sans faire de généralité, c'est toujours dans le choix de ses locataires. Tu peux choisir un locataire qui, lui, a une caution. Tu peux choisir un locataire qui a je veux dire, un garant. Tu peux choisir un locataire qui, lui, va montrer patte blanche, c'est-à-dire CDI, il touche 3 fois le montant du loyer, etc. Je veux dire, sans faire de. Ou même dans des Non, villes un non. peu plus touchy, je pense que voilà, en choisissant et en prenant le temps de choisir le bon locataire, tu peux effectivement éviter ce genre d'impayé. Après, bien Bien sûr, sûr. le risque n'existe pas. Zéro, non. Après, bien sûr, voilà. Souvent dans les médias, on va entendre qu'il y a des biens en France qui sont squattés. Tu as l'impression que tu as 50 biens qui sont squattés tous les jours, que tu as des gens qui ne payent pas les loyers, etc. Bon, parfois, j'ai l'impression qu'il y a une petite exagération. Et comme tu Bien dis, sûr. on est, allez, je vais vraiment exagérer, mais on est entre 1 et 3% max de taux d'impayé en France, ce qui est vraiment pas beaucoup par rapport aux biens immobiliers qui sont Voilà. en location Mais sur le marché. la différence avec certains pays comme les États-Unis, c'est que là-bas, bah, tu ne payes pas ton loyer, tu dégages. Alors Oui, qu'ici, bah, avec la trêve hivernale, c'est plus compliqué. effectivement. C'est vrai qu'aux États-Unis, bah, tu peux, euh, les locataires qui ne payent pas sont expulsés directement bah, en fonction des villes, Même le en fonction militari. des counties par directement le shérif. C'est ce qu'on a vu notamment quand j'étais en Floride. Moi, je voyais le shérif, il toquait à la porte, il disait bah, monsieur, vous avez 30 minutes pour sortir. Et du coup, bah, les gens avaient 30 minutes pour sortir. S'ils n'avaient pas fini de sortir leur matériel, leurs affaires, c'était terminé. Mais effectivement, c'est un peu plus direct qu'en France. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains locataires abusent de cette situation. D'ailleurs, ils connaissent très bien les règles pour justement éviter de se faire expulser, notamment au moment où ils arrêtent de payer les loyers, souvent avant la trêve hivernale, effectivement. Bon, après, il y a toujours des procédures huissier, procédures devant le tribunal, etc. Ça prend du temps, ça a un coût, mais effectivement, il y a toujours une procédure. Après, effectivement, avant de lancer les procédures, c'est toujours bien d'essayer de trouver un accord à l'amiable. Mais effectivement, en France, c'est un peu moins, même moi là qui suis à Hong Kong, tu ne payes pas ton loyer, voilà, c'est un peu plus direct. C'est un peu plus direct que effectivement en France. Après, il y a aussi une question simple à se poser, c'est moi, c'est ce que je dis aux personnes qui ont peur par rapport au loyer impayé, c'est en fait sortez de chez vous et demandez en fait à votre voisin de palier si lui paye son loyer. Et en fait, souvent, c'est des gens qui payent, ou même au travail. Tu demandes à tes collègues de travail est-ce qu'ils payent leur loyer, souvent ils te diront oui. Et en fait, la majorité des gens payent leur loyer, et ceux qui ne payent pas leur loyer, c'est vraiment une petite minorité en France. Mais une petite, ouais, malheureusement, toujours trop importante, quoi. Ouais, C'est qui c'est ça. fait beaucoup de bruit, C'est ça. je le conçois. Et du coup, en fait, toi, tu avais eu peur de te lancer par rapport justement à ces impayés ou tu avais d'autres peurs? Impayé, oui. Et puis au niveau du financement, voilà, moi j'étais persuadé qu'il fallait quand même peut-être pas mettre toutes mes liquidités, mais une grande partie. Ok, Donc c'est pour ça que oui, j'avoue, le zéro apport, ça a été vraiment l'excellente surprise, quoi. ouais, ouais. J'y croyais pas, quoi. Et pourtant, si. Hmm. On en reviendra, mais c'est vrai qu'à un moment, quand tu me disais, oui, la banque me demande de mettre 500 € parce que justement, il y avait une erreur au niveau de,
comme on appelle ça, le document de prêt là, qui avait été généré. Tu me disais, Oui. ah, mais putain, désolé pour mon vocabulaire, mais c'est dommage, je dois mettre 500 euros, etc. Bon, on a vu plus tard que tu n'avais pas eu à les mettre, mais bon, j'ai envie de dire, mettre 500 euros, au pire des cas, mettre 500 euros C'est ça. quand tu te fais financer, on va dire, pratiquement 400 000 euros, ça va. Mhm. J'ai envie de dire, ça va. Et C'est pas la mort, c'est pas la effectivement. mort. Et puis parfois, c'est vrai que quand on se fait financer, que la banque est sympa, on a un interlocuteur sympa, mettre 500 euros pour acheter voilà, soit des parts sociales ou même pour mettre sur je sais pas, une assurance vie, 500 euros, je sais pas, ou payer une carte premier alors que tu vas pas forcément l'utiliser, ça peut être un petit échange de procédés parce que grâce à ces 500 euros, bah, en fait, tu vas être financé sur la durée, tu ne l'avais pas dit, mais là, tu étais sur un prêt 25 ans. 25 ans, tu vois. Même en période Covid où tu as des gens qui vont te dire mais c'est plus possible, c'est toujours possible. C'est Bien toujours sûr. possible. Donc, j'ai envie de dire, mettre 500 euros pour te faire financer 25 ans avec un différé de 6 mois, pratiquement 400 000 euros, ça va. Ça va. Et en plus de ça, tu n'as pas eu à les mettre. Donc, Tout à fait, puisque ouais, ils ont eu un trop perçu qui m'ont remboursé à travers la SCI. ouais. Important, plus de 3 000 euros. Ouais, ouais. Oui, on en reviendra, mais effectivement, quand tu as signé chez le notaire, au niveau de l'acte authentique, au niveau du compte de répartition, bah, en fait, ils t'ont reversé tout ce qui était beau. Euh, il y avait quoi ouais, ils t'ont versé tout ce qui était prorata des loyers, etc. Donc, au final, tu t'en es sorti non seulement en mettant 0 euros sur la table, mais en touchant quelque chose comme 2600 euros, hein, c'est ça? Plus 3 000. 3000. Donc, à la signature, tu as déjà encaissé 3000 euros. Donc, c'est super, j'ai envie de dire. C'est super. Bravo à toi. Et du coup, donc effectivement, on a parlé des peurs. Et en fait, quel a été au niveau mindset, quel a été le point de vue, on va dire, l'état d'esprit de ton entourage quand tu leur as parlé justement de te lancer dans l'immobilier Alors comme déjà, ça du oui, jour au lendemain? bien sûr. J'en ai parlé à très très peu de personnes. Déjà, comment dire, au niveau de mes collègues, il n'y a qu'une personne qui était au courant, et Ok. c'est un proche. Après, c'est vrai que j'en ai parlé à ma famille, notamment, qui, dans l'ensemble, ont dit que c'était plutôt bien, enfin, en tout cas, de se pencher sur ces thématiques de retraite, en insistant que c'était surtout générationnel, parce qu'eux, à mon âge, ils n'y pensaient pas du tout. Ils pensaient avoir le temps de. Mais ce que je dis, c'est qu'à l'époque, voilà, les prix de l'immobilier étaient bien moins chers, et surtout, les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés. Donc, Mhm. quelque part, ce qu'ils gagnaient d'un côté, ils le perdaient de l'autre. Dans l'ensemble, après, bon, ils m'ont, comme d'hab, tous parlé des risques d'impayés, notamment voilà, que si on tombait sur des locataires qui sont avisés, bah, ils peuvent pendant 3 4 mois ne pas payer de loyer, donc c'était un risque. Voilà, après, je leur ai dit effectivement dans quelle zone je partais, je leur ai présenté un petit peu le profil des locataires. Dans l'ensemble, bon, ils ont été plutôt compréhensifs, on va dire, et tu vois, ils m'ont plutôt poussé. Et c'est vrai que si j'en avais parlé à trop de monde, notamment au niveau de mes collègues, ils m'auraient freiné directement dans Ok. mon ascension, en Et là, par disant bah, exemple, déjà, ouais, vas-y, je te laisse pourquoi tu ne terminer, pars pas pardon. sur une loi Pinel? Bien sûr, bien sûr. Et attends, mais là, pour en revenir par rapport à ton collègue, lui, quand tu lui en as parlé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Quel était son point de vue? Alors déjà, est-ce que lui avait déjà investi dans l'immobilier? Non, non, Ok, non, 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 d'accord. pas du tout. Parce que, bon, alors, c'est un profil un peu particulier, mais bon, il est marié avec une médecin qui a le droit d'exercer depuis peu de temps parce qu'elle est marocaine. Donc là, il commence à gagner un peu d'argent et ils sont plus dans le profil d'en profiter, dans le sens partir en voyage, faire des sorties et tout. Voilà. Donc, mais bon, je lui ai dit, tarde pas trop quand même, parce que tu as 42 ans, elle en a 37. Voilà, si vous tardez trop, pour obtenir un prêt, ce sera plus compliqué. D'accord, ok. Et donc, du coup, lui, est-ce qu'il te disait non, te lance pas maintenant, ou il te disait non, vas-y, fais gaffe, attention? Il disait quand même, ouais, sois un peu prudent, mais bon, dans l'ensemble, il était plutôt ouais, encourageant. Ok, bon, bah c'est bien alors. Grosso modo, tu as eu des gens qui t'ont un peu Plutôt poussé, soutenu, ouais. plutôt positif, Pas qui t'ont. poussé. Non, 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 mais non, attention. non, mais Poussé, j'ai c'est envie de moi dire. seul. Et Ouais, non, je vais pas te dire pousser ou motiver, mais je vais te dire plutôt avec un état d'esprit positif. Alors que c'est vrai que la majorité des gens, ils vont te dire, ah non, mais te lance pas dans ça, tu vas prendre un crédit sur 25 ans, c'est dangereux, on est en crise de Covid, etc. Ils vont c'est plutôt ça. te faire peur, on va dire, te freiner dans ton élan,
Tout simplement parce qu'en fait, eux ont peur et du coup, parce qu'ils ont peur de le faire, ils vont te transmettre une peur pour que toi, tu ne le fasses pas. Mais là, grosso modo, après, ce qui est bien, c'est que tu en as parlé à très peu de monde. Et je pense que si tu en as parlé à ce collègue, c'était parce que peut-être tu t'entends bien avec lui et tu sais qu'il a peut-être un mindset un peu plus positif que les autres. Mais grosso modo, voilà, c'est des gens qui t'ont quand même dit, Voilà. voilà, fais peut-être attention, mais voilà, tu peux quand même te lancer, c'est intéressant. Après, je pense que tu leur avais peut-être dit que tu avais quand même bien travaillé sur le Mais projet. les gens confondent beaucoup dette et investissement. Exactement, C'est ça le problème. C'est que, exactement, ah, mais non, tu vas t'endetter sur 25 ans, tu ne pourras plus rien emprunter. Non, non, c'est bien sûr, je m'endette, mais c'est pour investir. C'est pas tout à exactement. fait pareil. Ouais, ouais, À moins d'être Bill Gates ou d'être Bernard Arnault, 99,99% des gens s'endettent pour un premier achat. hmm. Ouais, C'est ouais. voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, il y a des gens qui vont s'endetter, on va dire, pour investir dans de la mauvaise dette, c'est-à-dire ils vont s'endetter pour investir dans du passif, dans un Oui, produit qui, lui, va perdre de la valeur, alors que toi, comme tu le oui. dis très Pour bien, des crédits étudiants, pour des crédits consommation. Bon, après, certains n'ont pas le choix, je suis d'accord. hmm, Mais tant que tu peux, évite. bien Voilà. sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que moi, je mettrais un peu le crédit étudiant plutôt comme un investissement parce que bon, si une personne fait sans dette pour faire des études, mais qu'après, en fait, grâce à ses études, permet d'avoir Tout à fait. une très bonne situation, ben, on va dire que c'est un Mais investissement qui a été. en France, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est que contrairement aux USA, bah, tu as le loisir, enfin, tu as l'opportunité de faire de l'alternance. Voilà, oui. C'est-à-dire, non seulement tu bénéficies d'une expérience professionnelle, ta boîte te paie tes études, ta formation, et en prime, bah, tu continues tes études à côté. Bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, ça Tu n'es pas évite obligé de faire 100 000 ou 150 000 dollars de prêt comme aux États-Unis. Donc, Bien même si sûr. tu as ton diplôme, bah, tu pars déjà avec. Et tu es obligé de trouver tout de suite un emploi pour rembourser tes crédits. Bien sûr, bien sûr. Bah, effectivement, ouais, ça permet aux étudiants en France de ne pas s'endetter, sachant qu'il y en a quand même qui s'endettent pour des écoles d'ingénieurs ou Bien sûr. de quoi d'ingénieurs ou de commerce, par exemple. Après, c'est vrai Oui, qu'aux oui. US, bon, il y a certains programmes où les étudiants peuvent avoir des scholarships, mais en général, les étudiants qui s'endettent, ils commencent dans la vie active avec un passif de peut-être 200 ou 300 000 dollars. Ça peut aller au-dessus Ça, quand c'est oui, des écoles très des prestigieuses. grosses comme Harvard. Donc, Voilà. Après, c'est vrai qu'en France, bon, effectivement, c'est pas très optimal de s'endetter pour faire ses études en France, mais moi, je mettrais un peu tout ce qui est crédit étudiant comme un investissement, on va dire, sur le très long terme, parce qu'une personne qui s'endette pour faire des études, qui finit 4 supérieurs avec un salaire plutôt correct, il pourra très, très rapidement rembourser certains avaient 100 000 euros par an. son crédit. Après, effectivement, c'est vrai que en France, il y a beaucoup de personnes qui vont s'endetter justement pour contracter des mauvaises dettes, c'est-à-dire pour acheter des passifs comme, je sais pas, des voitures qui vont perdre entre 20 et 30% à la sortie du concessionnaire ou des télés ou des choses comme ça, alors que à côté, bah, bien sûr, investir dans un bien immobilier, dans un actif, que ce soit dans un actif immobilier ou un actif financier, bah, et surtout en utilisant l'effet de levier, puisque là, ce que tu as fait, tu as utilisé l'effet de levier en mettant 0 € sur la table, bah, non seulement tu investis dans un bien immobilier qui probablement et potentiellement va prendre de la valeur. De deux, Après, je ne me fais pas d'illusions, il ne prendra jamais 10% par an. voilà, bon, on ne sait pas, mais sur le long Mais terme, non, 10% par an, j'y crois pas. de toute Je façon, suis un minimum hmm, réaliste. de toute façon, bien sûr, de toute façon, qu'ils prennent de la valeur ou pas sur le long terme, tu t'en fiches parce que toi, en fait, c'est un bien immobilier qui sera dans ton patrimoine. Et en plus de ça, c'est un bien immobilier qui sera remboursé par tes locataires. Donc en fait, ça, c'est un Oui, remboursement de capital, j'ai envie de dire gratuit, parce que c'est tes locataires qui remboursent le capital de ton crédit, en fait, tous les mois. Et si jamais, là tu parlais des 10%, si jamais il prend 10% au bout de 20 ans, bah, ce sera une plus-value que tu pourras encaisser au bout de 20 ans. Donc au bout de bien 20 ans, sûr. qu'est-ce que tu auras s'il prend de la valeur, tu encaisseras ta plus-value. Et, non, et en plus de ça, tu encaisseras le montant du capital qui, lui, donc le prix du bien, qui, lui, a été remboursé par les locataires. Donc ça, c'est le top. Tout à fait. OK. Ah ouais, et du coup, en fait, qu'est-ce que cet investissement en fait te permettra de faire en fait? Est-ce que cet investissement, Ah, il te permettra justement, est-ce qu'il t'a permis ou est-ce qu'il va te permettre de t'ouvrir de nouvelles portes, selon eh toi? bien, exactement, oui. Voilà, ça c'est très très important ce que tu soulignes. C'est que effectivement, dès que j'ai acté chez le notaire, j'ai averti ma courtière la semaine dernière. Elle m'a dit félicitations, Monsieur Maps. Et encore une bonne nouvelle, la banque avec laquelle on travaille vous suit.
Et non seulement elle vous suit, pas pour un projet à 300 000, mais elle dit on peut aller jusqu'à 600 000. Ok. Donc ça, c'était vraiment mon cadeau de Noël, quoi. Donc Le plus 600 beau 000 cadeau sur que un j'ai eu. nouveau projet. Tout à fait. Ok, d'accord. Tout à fait. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, avec une SCI, vous pouvez aller jusqu'à 2 500 000 euros. Ok. Donc ça, après, attention. Après, c'est ce qu'elle t'a dit. Après, Oui, bon, c'est toujours bien d'avoir une offre de prêt écrite en format papier bien avant, parce sûr. que c'est vrai que souvent, quand on contacte les banques, elles disent oui, on vous suit, etc. Par contre, quand elles font la demande auprès du siège, bon, les retours sont pas forcément les mêmes qu'à l'oral. Mais Bien effectivement, sûr. si elle te dit ça, c'est plutôt, on va dire, positif. Après, effectivement, est-ce que tu as dit sur quel type de projet elle te suivrait? Sur Ah le même bah, type bien de sûr, il projet faut ou... oui, voilà, il faut un programme immobilier, de préférence qui soit déjà loué. Ok, Et elle m'a dit, par contre, s'il y a quelques petits travaux, c'est pas gênant. d'accord, ok, Voilà. ok. Donc, pas forcément un bien qui soit neuf. Bien sûr, bien Neuf, sûr. voilà, il y a quelques travaux, quelques aménagements. Pourquoi pas même, bah là, je t'en parlerai un petit peu plus en détail. Je vais à la fin du mois visiter différents produits, dont un où il y aurait la possibilité bah, justement de construire un garage et 2 petits appartements supplémentaires. D'accord, ok. Quand tu dis, Donc ça pourra lui plaire. ok. Par contre, juste pour corriger, quand tu dis neuf, bien sûr, on parle pas de programme Pinel ou Ah etc. non, Sur non, plan. non, non, On non. parle de C'est neuf. des immeubles de rendement, Ouais. absolument. Quand toi tu parles de neuf, en fait, tu parles de biens sans travaux, déjà rénovés, en Voilà, fait. Ok, c'est ça, ok, ok. tout à fait. Du coup, ouais. Bon après, effectivement, pourquoi pas faire des travaux, effectivement, si tu peux construire un garage, ça, c'est des choses que tu pourras tout simplement mettre dans la SCI, parce que quand tu es quand tu dans d'autres statuts, en fait, tout ce qui est création de mètres carrés, construction, etc., ça, effectivement, c'est des choses que tu peux pas déduire. Par contre, construction d'un garage, si tu es dans une SCI comme ça, c'est des postes que tu pourras passer en charge dans ta SCI. Ok, bon, bah, très bien. Donc 600 000 euros, en gros, si tu fais tu pourrais faire allez, soit une grosse opération ou peut-être encore 2 opérations à 300 000. Ça, c'est toi qui vois en fonction des projets qu'on te Ah ben présentera. moi, on verra après ce qu'ils proposeront, mais je veux aller jusqu'à 2 500 000 euros. Ok, Imagine, j'arrive à trouver du 7 à 8% de rendement, bah, c'est bon, j'ai plus que ma retraite assurée, quoi. Avec ouais, ça, je suis sûr de toucher ce que gagnent même pas 0,5% des foyers fiscaux français. c'est On bien. verra, Ouais. on ne s'emballe pas, bien sûr, mais c'est mon but ultime, quoi. Mais après, ce qui est bien, c'est que là, déjà, tu as fait ta première opération. Voilà, tu es enthousiaste, on peut déjà le voir, mais ça veut dire que, et c'est ça qui est important, c'est toujours commencer la première opération. Il faut que ce soit une opération qui marche. Parce que Tout à fait. souvent, on entend des gens qui disent non, mais l'immobilier, ça marche pas, l'immobilier, il y a trop d'impayés, l'immobilier, ça marche plus avec le Covid, etc., avec les consignes du Haut Conseil pour la stabilité financière, etc. Mais souvent, en fait, les personnes qui disent ça, c'est des personnes qui sont lancées dans une première mauvaise opération immobilière et en fait qui ont eu du mal à se relever et du coup qui ont gardé en fait ce côté négatif. Bien Euh, sûr. moi, Après, j'ai moi, comme... ce que je recommande, enfin, excuse-moi, Ouais, c'est si vous souhaitez acheter votre résidence principale, beaucoup de couples commettent l'erreur de s'endetter au maximum, c'est-à-dire à 30, voire 33%, et de ne plus avoir forcément assez de marge pour pouvoir bénéficier d'une opération qui voilà, leur permettrait de défiscaliser un petit peu ou alors de se créer du patrimoine supplémentaire. mm, Parce que bon, faut être un minimum pragmatique, hein. Un couple qui gagne à deux, allez, entre 50 et 60 000 euros, on va dire la classe moyenne, eh ben, ils souhaitent avoir une résidence à 300 000 euros. Donc, souvent, ils n'ont pas beaucoup d'apports et voilà, ils sont obligés de s'endetter jusqu'à 20-25 ans. Et après, ben, le risque, c'est qu'ils soient bloqués. ouais, parce qu'en fait, ils mettent toute leur capacité, tout leur C'est effort ça, d'épargne dans le remboursement tout à fait. de leur résidence principale. Mm. Ok. Après, bon, effectivement, ça peut être une erreur. Après, bon, ça peut faire partie d'une stratégie quand des personnes achètent justement une résidence principale qui vont rénover, qui vont justement revendre pour bénéficier, on va dire, de l'avantage fiscal de la non-taxe sur les plus-values, puis après de partir sur d'autres opérations. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des gens. Toi, je ne sais pas si tu connais d'ailleurs dans ton entourage des personnes comme ça qui ont été pressées d'acheter une résidence principale et qui mettent un gros effort d'épargne en fin de chaque mois alors qu'ils ont des bonnes situations professionnelles, par exemple. Oui, j'ai rencontré plusieurs de mes clients dans cette situation et même des fois des revenus très, très importants, de l'ordre de 150 voire 200 000 euros par an. Ok.
Et pourtant, malgré cela, avec leur train de vie et leur crédit, ils ont du mal des fois à joindre les deux bouts. D'accord. Ça paraît aberrant, je sais, mais Mm. quand ils ont 2, 3 enfants et qu'ils ont en plus les études à payer, toutes leurs activités extrascolaires, et il se trouve que ouais, y en a qui n'arrivent pas à s'en sortir. Alors qu'ils ont de grosses rémunérations et Alors qu'ils gagnent zéro, ce que gagnent même pas 0,5% des foyers fiscaux français. d'accord. Absolument. Mais après, ils ont peut-être un niveau de vie qui est quand même C'est extra, ça. extra élevé. Ok, Oui, oui, non, mais ils s'endettent. Ils ont des fois 5 à 6 000 euros de crédit pour leur RP, plus les travaux, plus leurs frais de vie, effectivement. Et ce qu'il y a, c'est les impôts surtout, hein, parce Mm. que maintenant, c'est fini du temps de Sarkozy où tu pouvais déduire tes intérêts d'emprunt. Merci la gauche. Là, on peut toujours déduire les intérêts d'emprunt, hein. Là, tu verras euh, au niveau de là, tu verras quand tu feras avec ton expert comptable, chaque fin d'année, là, ils vont te demander le total des intérêts que tu as versés. Et ça, c'est des choses que tu pourras, c'est des choses que tu pourras déduire, hein. Ça, pour le Oui, à moment, la SCI, oui, mais ouais. si tu t'endettes en nom propre, enfin bon, il me semblait que oui, la gauche, du temps de Hollande, voulait remédier à cela. Mm. Après, Ah, je toi, sais pas. toi, tu parles pour la résidence principale. Eh oui, D'accord, eh ok. oui. Ok. Oui, non, Sarkozy, ça, il avait fait quand même de bonnes choses. Enfin bon, après, c'est un autre débat, mais Mm. Ok. Et du coup, ouais, est-ce que tu as des conseils à partager pour celles et ceux en fait qui alors, souhaiteraient bien se sûr, lancer? Tu en as déjà donné bien un sûr, là sur la. tout à fait, ne pas s'endetter au maximum, prendre son temps, être prêt surtout à s'y consacrer au moins 1 voire 2 heures par jour, surtout si c'est votre première opération. Alors, quand on me dit oui, mais j'ai mon travail, j'ai des enfants à côté, j'entends bien, je comprends tout à fait, mais on n'a rien sans rien. Malheureusement, surtout vu le contexte, c'est pas ce que vous propose votre banquier, le livret A, qui couvre même pas l'inflation. Non, non, voilà, il faut être prêt à s'engager au minimum, je dirais 2 heures par jour, c'est bien. Ok. Sachant, ouais. Ne pas se précipiter, surtout, prendre son temps, trouver les bons interlocuteurs. Ça aussi, ça peut prendre plus de temps que prévu. Après, si vous avez des très bonnes relations avec votre banquier, tant mieux, hein, vous n'êtes pas forcément obligé de passer par un courtier extérieur, mais voilà, trouver les bons interlocuteurs. Et ça, le bouche à oreille, c'est très, Ça très aide beaucoup. important. Ça aide beaucoup. Effectivement, effectivement. Ok. Et du coup, que comptes-tu faire un peu pour la suite en fait? Est-ce que tu comptes continuer? Est-ce que là, tu te dis, Alors, bon, une opération, c'est déjà bien, je vais attendre je un peu? vais, bien évidemment, je vais attendre 1 ou 2 mois, voir si les loyers rentrent régulièrement, s'il n'y a pas trop de difficultés. Mais voilà, ma courtière qui me dit, on vous suit jusqu'à 5 ou voire 600 000 euros, voilà, clairement, je ne peux pas laisser passer ça, quoi. Il faut, idéalement, allez, on est en janvier 2022, il faut que à la fin de l'année, j'ai ma deuxième opération actée et que les loyers tournent régulièrement. Alors, c'est peut-être un peu ambitieux, mais clairement, voilà, moi, on me dit, on peut vous suivre en SCI jusqu'à 2 500 000 euros. Voilà, je vais au moins me donner, je ne dis pas que j'y arriverai, mais je vais me donner tous les moyens pour y arriver le plus possible. Hmm. Ok. Imaginez, ouais, c'est 8% de rendement. Alors, dès que vous avez fini de rembourser tous vos crédits dans 20-25 ans, au moment de la retraite, vous êtes assuré de toucher 15 000 euros par mois, minimum. Parce que bon, dans 25 ans, les loyers, j'espère quand même qu'ils vont un peu augmenter. Hmm. Bien sûr, bien sûr. Après, ce qui est bien aussi, et souvent on l'oublie, c'est que là, dans le bien immobilier, dans ton investissement immobilier, d'ailleurs, c'est un point que je n'ai pas forcément évoqué quand je te disais que tu pourrais gagner sur non seulement la prise de valeur de ton bien immobilier, la deuxième partie, c'est donc sur le remboursement de capital qui te sera remboursé donc au bout de 20 ans. Donc c'est grosso modo un remboursement de capital gratuit parce que donc c'est le locataire, en fait, c'est les locataires qui payent pour te rembourser le capital. Après, il y a une autre chose effectivement que je n'ai pas forcément évoquée, mais c'est l'inflation. On parle beaucoup de l'inflation, augmentation de l'inflation, 1%, 2%, 2,8. Là, aujourd'hui, Sur 20 ans, là, on je parle vous laisse beaucoup de faire les ça. calculs. Et souvent, ce qu'on oublie de dire aux investisseurs immobiliers, c'est que l'inflation, qu'est-ce que permet de l'inflation? Et j'ai envie de dire merci l'inflation. Grâce à l'inflation, en fait, toi, tu vas permettre justement d'utiliser ce taux d'inflation pour réindexer à la hausse tes loyers.
Parce qu'au niveau des villes, les loyers augmentent. Et quand toi, tu augmentes tes loyers, que se passe-t-il? Bah, en fait, tu touches des loyers qui sont beaucoup plus élevés, mais toi, ta mensualité de crédit, elle ne bouge pas. Donc, grâce à Absolument. l'inflation, en fait, ça te permet de rembourser plus facilement ton crédit bancaire. Ça, c'est Absolument. intéressant. Après, bon, ce que je t'avais dit, il faut être un minimum pragmatique. Tu ne vas pas avoir 10% d'inflation par an de Bien sûr, manière exponentielle sur 20 ans. Donc bien non, sûr, ça, bien sûr. c'est Bon, fini les années 70. bien sûr. Bon, après, c'est vrai que si on regarde d'autres pays comme l'Argentine ou le Venezuela ou la Turquie, bon, on a une inflation qui est quand même assez forte. Mais c'est vrai qu'en France, effectivement, on n'a pas ça. Ça existe dans d'autres pays, mais pour le moment, c'est plutôt stable en France. Même si, par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, on a quand même de l'inflation qui commence à Oui, arriver. oui, Il faut oui, mais pas. rien à voir avec les années 70 Bien où des sûr, fois, certaines années, tu avais 10%. Donc, bon, après, ça n'a pas duré, hein, bien bien sûr. évidemment, parce que c'est toujours les plus bas salaires qui sont impactés. Et comme ils sont très nombreux, bah, ça fragilise l'économie. Bien sûr, bien sûr. J'avais vu une fois un billet, je crois que c'était 1000 milliards de marks en Allemagne. Je ne sais pas Oui, combien. là, on en est à l'hyperinflation de Ouais. 23, effectivement. Ok, Ah, c'est ok. Du coup, ah ouais, et du coup, pour faire un peu de retour d'expérience là, est-ce que tu as trouvé comme ça, après, on va dire 6 mois je sais pas combien de mois tu as bossé là, 2 heures par jour. Je crois que c'était depuis juillet, c'est ça? Juillet, peut-être, allez, on va dire depuis début septembre, parce que allez, août, bon, je n'ai pas travaillé 2 heures par jour non plus, hein. ok. Donc en On va dire gros, depuis début septembre. allez, 4 5 mois, quoi. Voilà. En 4 5 mois de travail, est-ce que tu as trouvé que c'était difficile, en fait, de trouver le bien, de te faire Difficile, financer? non, mais il y a des moments où c'est là, il faut surtout pas se décourager, c'est qu'on a l'impression que ça n'avance pas. Parce que bah, les interlocuteurs ne répondent pas, ou ils sont moins réactifs, ou il manque une pièce. Donc voilà, c'est pas compliqué, mais des fois c'est long et c'est un peu fastidieux. Donc surtout, ouais, ne pas se décourager, parce que ça finit par payer. Ok, ok. Mais c'est pas compliqué, non. Ok, donc du coup, pas lâcher l'affaire, être résilient, peu importe les phases descendantes de Tout à fait. démotivation, quoi. Mhm. Ok, Tout à fait. ok. Et du coup, autre question, quel est ton mindset en fait d'aujourd'hui versus celui que tu avais en Il y a fait 6 mois. avant ta première opération ou il y a 6 mois Eh par ben, exemple? écoute, il est nettement plus positif. Donc là, puisque je vous dis, ouais, je me lance sur une deuxième opération, déjà, il y a 6 mois, je croyais même pas pouvoir en faire une. Donc c'est pour vous dire à quel point ça a changé. Après, bon, je ne suis pas non plus euphorique, hein, je reste quand même quelqu'un de très pondéré et très pragmatique, mais je sais que c'est possible de faire et que voilà, j'ai les interlocuteurs qui permettent d'y arriver. Et surtout, ben, depuis que je suis en télétravail à 100%, j'ai le temps. J'aurais pu très bien le faire hein, quand j'étais en présentiel, mais bon, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc surtout, voilà, très important, ben, savoir gérer son temps, son énergie et son effort. Ok. Donc voilà, il est nettement plus positif. Bon, bah, très bien, très bien. Et du coup, selon toi, quelle a été en fait ta meilleure, j'ai envie de dire, la meilleure décision dans tout, dans ton process là d'achat immobilier? Ah bah, ça a été de passer par un courtier extérieur. Ok, Clairement, ça a été la meilleure surprise quand il m'a dit 0 € d'apport. ok, Et ok, j'ai cru que c'était une blague, même tellement j'y croyais pas. Et ok. surtout, ouais, avoir une très très bonne relation avec le vendeur. Ok, Parce ça qu'il c'est connaît bien. très bien les locataires, il peut suivre pour moi, parce que bon, je suis à Paris quand même, et c'est pas la porte à côté là où j'ai investi, donc il peut suivre très très bien de près voilà, les locataires et me faire un retour. D'accord. Parce qu'effectivement, là, ce qu'on n'a pas dit, c'est que là, pour le moment, en fait, tes biens immobiliers, en fait, tu les as pas mis en gestion locative. Là, pour le moment, tu as décidé de les gérer toi-même. D'ailleurs, peut-être avec l'aide du Alors, propriétaire. oui, 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 mais je vais passer par l'agence avec laquelle je suis passé. Parce Ok, que le vendeur immobilier, je veux dire celui qui m'a mis en contact, connaît très très bien aussi les locataires. ok, très bien, très bien. Voilà, donc il peut très bien suivre tout ça et puis me tenir au courant dès que voilà, il y a des travaux à faire. Donc ça, c'est très important et garder de bonnes relations avec tous vos interlocuteurs. Bon, bah, très bien, très bien. Et selon toi, et est-ce que l'une, je réponds pas pour toi, mais est-ce que selon toi, le fait tout simplement d'avoir accepté de te lancer n'est pas l'une des meilleures décisions?
au-delà aussi d'avoir Alors, accepté effectivement, le la courtier et première tout. opération, c'est la plus importante. Hmm. Donc, je dirais même la première fois que j'ai fait la visite d'un bien, donc qui était à Mulhouse, on en avait parlé, ça a été aussi très, très important. Ok, C'est le lancement, voilà. ok. C'est l'étape la plus importante. Parce que c'est vrai que au départ, tu avais quand même pris l'action de Paris, parce que toi, tu habites dans la région parisienne Mhm. aujourd'hui, de prendre le train le matin, de te déplacer. Là, sur l'autre région, tu avais pris le train une deuxième fois, voilà, pour quand même faire la visite. Après, bon, tu as encore pris la voiture. Voilà, tu t'es déplacé, t'es passé C'est à sûr, l'action, en fait. oui. Non, mais tout à fait, tout à fait. Mais moi, Ok. voilà, c'est ça le plus important parce que bon, faut pas se leurrer, hein, combien de fois j'ai entendu des gens qui disent ouais, je suis motivé pour gagner de l'argent, mais dès qu'il faut passer aux choses concrètes, ben, Il n'y a c'est plus personne. compliqué. Voilà. Exactement. Et ceux qui restent, ben, dès qu'ils rencontrent un obstacle, il y en a qui se découragent. Alors, il y en a qui restent, mais quand ils rencontrent un deuxième obstacle, ben, ils sont un peu plus démotivés. Et quand tu rencontres un troisième obstacle, ben, alors là, c'est la fin, quoi. Ok. Donc, c'est ça, voilà, moi, ce que je recommande, c'est gérer vos pas surtout. Parce que bon, il ne faut pas se leurrer, c'est pas non plus le placement miracle. D'ailleurs, s'il y avait un placement miracle, ça se saurait, tout le monde se ruerait dessus. Donc voilà, c'est surtout savoir bien, bien gérer les phases descendantes. Exactement. Effectivement, il y a pas de placement miracle. Bon, même si là, l'immobilier, ça rapporte, même si là, tu es sur une opération autofinançable, etc., Mais il y a voilà, eu le du risque travail, zéro tu as passé n'existe du temps. jamais. Voilà, bon, Voilà, bien. Non seulement il y a un risque zéro qui n'existe pas, mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu du travail. Toi, tu as travaillé, tout tu à t'es fait. déplacé, tu as contacté les banques, tu as contacté les courtiers, etc., tu as contacté le Absolument. fiscaliste. Voilà, tu dis que tu as passé 2 heures par jour. Et d'ailleurs, ouais, je voulais rebondir sur ça tout à l'heure, mais souvent, parfois, on va voir des personnes qui vont dire: ah non, mais moi, j'ai pas le temps, j'ai des enfants, je travaille tout le temps, etc. J'ai pas le temps. Bah, en fait, si, les, les- c'est une question d'organisation, on peut se lever plus tôt. Voilà, Moi, là, je suis à Hong Kong. Quand j'ai fait des opérations immobilières, bah, je travaillais comme tout le monde. Et puis en rentrant, je continuais à travailler sur mes projets immobiliers, justement pour être sur les fuseaux horaires de France, etc. Donc, c'est une question de préparation et d'organisation, j'ai envie de dire. Voilà, absolument. si une personne travaille à 9 heures, qu'est-ce qui l'empêche de se lever à 6 heures du matin pour travailler sur son projet immobilier entre 6 heures et 8 heures ou 9 heures, par exemple? C'est une question d'organisation. Ok, Absolument. super. Du coup, autre question. Donc, toi, là, maintenant, qui a débuté dans l'immobilier, tu as peut-être répondu à cette question, mais selon toi, quelle serait la clé pour faire pour faire une opération immobilière rentable comme la tienne? Ben, moi, je dirais que c'est beaucoup, ne pas se précipiter, beaucoup d'analyse, de temps, de trouver des très, très bons interlocuteurs, donc je peux répéter un petit peu, et surtout, ben, voilà, d'y aller, ouais, de visiter, ouais, de faire des analyses par rapport à l'évolution du prix immobilier, par rapport à la zone, la région, l'emplacement. Et voilà, surtout avoir de, de la confiance, enfin, de la confiance, oui, en tes locataires. Ok. Très bien. Parce que je crois que toi, t'avais discuté avec quelques locataires hein, quand tu t'es déplacé Oui, pour la oui, pas visite. avec tous, hein, parce Ouais. que, comme je l'ai dit, c'était en juillet, donc certains étaient en vacances. Donc, je ne les ai pas tous rencontrés. Même quand je suis acté chez le notaire en décembre, avec les fêtes de Noël, voilà, c'était aussi les vacances. Ah oui, donc oui, s'il y avait un conseil quand même que je puisse donner, c'est éviter, enfin, moi, après, vous travaillez, j'entends bien, vous avez des emplois du temps comme tout le monde, mais si vous pouvez éviter d'aller pendant les périodes scolaires. Ok. Donc, Les périodes de juillet, vacances. août Ouais. et les périodes de Noël. Après, bon, bah, vous ferez comme vous pouvez, hein, mais voilà, moi, je déconseille en tout cas d'investir ou de faire des visites pendant cette période. Pour Ok. ça que là, je ne vais pas faire la même erreur. Pour le deuxième projet dans lequel je vais me lancer, bah, je vais essayer de visiter ça en fin janvier. D'accord. Ok. Je crois que toi, tu avais une anecdote aussi au niveau du compromis dans dans la clause là, de délai d'obtention de financement. Tu avais mis combien de jours? Est-ce que tu avais pu mettre Ah 90 oui, jours ou tu avais pu alors bah, mettre. au départ, c'était 60 jours. Ok. Et effectivement, voilà, je me suis rendu compte qu'en plus, comme j'avais ouais, en août, bah, que ça aurait été difficile de tenir les délais. Et donc, oui, j'ai contacté le vendeur et il m'a dit ouais, qu'on peut aller jusqu'à 90 jours.
Ok. Mais après, comme voilà, le vendeur avait une affaire qui tournait où les loyers rentraient régulièrement, bon, il n'était pas plus pressé que ça de vendre. Ok. Et du coup, entre le moment où tu as signé le compromis et le moment où tu as signé l'acte authentique, est-ce que tu Ah avais ben dépassé ces c'est 90 jours? oui, 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 Ok. mais ça n'a pas posé plus de problèmes que ça. Ok. Bon, après, j'ai eu une opération qui tournait. Maintenant, je ne dis pas que ce sera forcément tout le temps comme ça. Donc oui, ça, c'est aussi ouais, une leçon que j'ai retenue. Tu fais bien de le souligner. C'est voilà, maintenant, toujours demander 90 jours et ne plus jamais, oui, oui, investir en juillet, août. Ouais, ok. Parce que Ah, avec les vacances, ça va forcément décaler. Donc, hmm. Après, effectivement, ouais, moi, de toute façon, ce que je recommande à tout, bon, toi, tu es en France, mais à tous les expatriés qui font des demandes de crédit depuis l'étranger, le minimum, c'est 90 jours. Ça, c'est quelque chose, moi, j'ai toujours fait ça, par exemple. Après, effectivement, quand il y a une communication qui est assez régulière avec le vendeur en disant, voilà, là, je suis sur le point d'obtenir mon financement, ce serait complètement bête du vendeur de casser ça en disant, ah non, mais en fait, tu as déjà dépassé les jours, plutôt que d'attendre quelques jours supplémentaires, justement, pour que la vente se fasse. Parce que le vendeur, ce qu'il faut savoir, c'est que le vendeur a autant de stress et de pression que l'acheteur. Donc, quand il sait que l'acheteur est sur le point d'obtenir son financement, franchement, il y a peu de chances, c'est très très rare. Moi, j'ai jamais vu qui disent ah non, mais je préfère refuser la vente. oui, oui, oui. À Après, bon, part, voilà, à part, à part, à part, si ça j'ai déjà vu en fait une fois, s'il y a un autre vendeur qui lui met la pression pour acheter un bien cash. C'est-à-dire qu'il dit, moi j'ai déjà les fonds, j'achète le bien tout de suite, j'ai pas besoin de financement. Là, le vendeur, il peut être dans une situation, il va dire, bon, je vais pas prendre je vais essayer de casser la vente, sachant qu'une vente, on la casse pas comme ça. Mais voilà, j'ai déjà vu une situation où un vendeur a réussi à casser une vente parce qu'il y avait un autre acheteur qui était prêt à payer cash un bien. Ok. après, bon, voilà, tout dépend des. Mais moi, mettre cash un bien, pour moi, c'est une erreur. Mais Hmm. bon, chacun fait comme il veut. Après, il y a des stratégies d'acheter cash, de se faire refinancer après, etc. Mais bon, là, on est carrément dans une autre stratégie qui n'est pas forcément celle-là ici. Et du coup, en fait, ouais, quel serait en fait le conseil que tu donnerais au Mathieu d'il y a 5 ou 10 ans, par exemple? Ah bah, le Mathieu d'il y a 5 ou 10 ans. Alors, il y a 10 ans, oui, on en avait parlé, j'aurais pas pu faire l'opération, je pense pas. Parce que j'étais pas voilà, nu propriétaire du bien, j'avais peut-être pas forcément assez de liquidité, mais j'aurais pu le faire en soi il y a 5 ans sans problème. Ok. J'ai trop procrastiné, j'ai trop hésité, j'ai trop. Après, j'étais peut-être pas forcément très bien entouré Hmm. parce qu'à l'époque, je commençais dans ma boîte et puis tout le monde était très focalisé sur le Pinel. Mais Hmm. au fond de moi, ben voilà, Pinel, j'y croyais moyennement. Ouais. Donc je me dis, ouais, voilà, clairement peut-être être plus réactif, euh, voilà, avoir moins peur de te lancer, quitte à faire des erreurs. Donc voilà, c'est ça les conseils que je pourrais lui donner. Ok, super. Après, pour faire une petite parenthèse sur le Pinel, moi je peux en parler parce que j'ai commencé dans l'immobilier via un Pinel qui, selon moi, Oui, a été, on va dire, une mauvaise opération. Alors, 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 en fait, pour être transparent un peu avec l'opération en Pinel, moi, quand j'ai commencé l'opération en Pinel, bon, j'ai pu me faire financer sur 25 ans, j'ai mis 0 € sur la table, j'ai réussi quand même à avoir un différé, si je me souviens bien, de 56 mois sur du Pinel. Ça veut dire que pendant 56 mois, je remboursais pas la banque et j'arrivais quand même à faire, on va dire, du cash flow sur un Pinel qui n'est pas forcément donné à tout le monde ou facile à faire. Et là, je touchais pendant 56 mois grosso modo 569 € de loyer. Sur les, d'accord. cinq- sur les 56 mois, c'était pas 56 mois Mais, total parce qu'il y a ouais, eu un délai de livraison, mais au final, euh, donc après en fait ces 56 mois et lorsque j'ai commencé à rembourser les échéances de la banque, bah forcément au niveau de l'effort d'épargne, j'ai un delta en fait à rajouter, à combler en fait de ma poche pour rembourser mon crédit. Ça c'est pas correct quand nous notre stratégie justement c'est de partir sur des opérations autofinançables. tout Donc, à fait. moi, si je devais donner mon point de vue par rapport au Pinel, bah, par rapport à notre stratégie qui est d'investir dans l'immobilier en partant sur des opérations rentables, autofinançables, bah, en fait, le Pinel ne permet pas de faire ça, tout simplement parce que quand tu achètes le Pinel, tu achètes un produit qui est au mètre carré beaucoup plus élevé qu'un bien ancien. Et en fait, dès le départ, en fait, ton, tu grignotes en fait ton cash flow, en fait, ta rentabilité.
Du coup, ça réduit Bien ton sûr. cash flow. Puis même sur du Pinel, tu n'as même pas de cash flow parce que c'est toi qui dois compléter. Après, là où certaines villes, et j'ai envie de dire merci le Covid et merci aux élections. Je crois qu'il y a eu les élections municipales en France dernièrement. Le fait qu'il y ait eu les élections municipales et une baisse en fait de livraison de biens immobiliers neufs à cause en fait des permis de construire qui ont été bloqués de par le Covid ou de par les élections municipales. En fait, il y a eu une pénurie en fait de biens immobiliers neufs qui ont fait que certains biens immobiliers Pinel qui avaient été achetés donc du coup dans le neuf avant avaient et ont pu être vendus avec une certaine plus-value. Voilà. C'est pas long. Après, c'est une circonstance, on va dire, de marché qui donne ça. Mais si on enlève cette circonstance, on va dire assez exceptionnelle, non, le Pinel est absolument pas rentable. Et surtout, quand moi j'ai acheté du Pinel, je suis parti à l'étranger, j'ai pas pu déduire comme je voulais, etc. Non, c'est pas une opération rentable. Et aujourd'hui, si tu voulais faire du Pinel, bah, je te dirais, ne fais pas de Pinel et repars sur une opération immobilier dans l'ancien comme tu as pu faire. Même si aujourd'hui, Surtout que Pinel, tu défiscalises l'année de livraison. Donc, quelqu'un qui achète, par exemple, un Pinel en 2019 et normalement qui devait être livré en 2020, avec le Covid, il y a eu énormément de retard, donc il a été livré en 2021, peut-être 2022. Bah, pendant ces 3 années, il continue toujours à se faire massacrer au niveau des impôts. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je te recommanderais le Pinel? Absolument pas. Euh, ok, et du coup, en fait, est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager, là, comme ça, peut-être quelque chose que tu n'avais pas pensé, et là que tu te dis, ah non, mais il faut absolument que les gens puissent connaître cette Alors, information. voilà, moi j'ai envie de dire enfin, aux gens qui sont quand même bien installés, donc, et même ceux qui commencent dans la vie active, qui ont un CDI validé, mais profitez-en. Euh, Prenez le temps, mais trouvez surtout les bons interlocataires, empruntez en différentiel autant que vous pouvez, créez une SCI, voilà, mais surtout constituez-vous du capital. Hmm. Parce que notre retraite, déjà, moi, j'y crois pas une seule seconde, mais vous allez devoir y croire de moins en moins. Donc, avec en plus l'espérance de vie qui augmente, si vous comptez sur des héritages, ce sera de moins en moins possible. Donc, voilà. Si vous voulez quelque chose de stable, de sûr, de sécure, il n'y a pas 36 000 choix. C'est pas avec les placements financiers que la banque vous propose que vous allez. Non, non, non. Bien sûr. Donc, voilà. Moi, c'est ça que je leur conseille. C'est de Et passer à l'action. tardez pas trop. Voilà, Exactement, ok. tardez pas trop. Bon, tu parlais de Mais passer, sans pour autant vous précipiter. bien sûr, de ne pas se précipiter, ne pas se mettre en risque. Après, effectivement, là, tu parlais de créer une SCI, mais bien entendu, le statut fiscal dépend de la situation de chacun. Chaque Bien sûr, personne a une situation différente, bien marié, sûr, par marié, tout expatrié, à pas fait. expatrié, etc. Quel est le statut matrimonial et tout. Chaque personne a une situation fiscale qui est différente. Mathieu, toi, tu as préféré passer, et d'ailleurs, c'était, je pense, une des meilleures solutions à faire, c'est établir une stratégie fiscale par un professionnel de la fiscalité parce que tu es passé par un fiscaliste. Et ça, je pense que voilà, un docteur en droit fiscal qui a fait X années d'études pour pouvoir te conseiller comme il a pu te conseiller, bah, je ne pense pas que tu auras mieux. Et après, effectivement, il y a d'autres statuts qui pourraient répondre et qui pourront répondre à chaque situation fiscale de chaque foyer, de chaque personne, etc. Donc voilà, chaque situation fiscale est différente. Donc après, à chaque personne de soit se documenter, de se former ou de passer par un fiscaliste, sachant que tout ce qui est charges liées à une consultation d'un fiscaliste, etc., bah ça, tu pourras bien entendu les déduire dans ta SCI à l'impôt sur les sociétés. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, Mathieu. Oui, 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 c'était un échange très, très constructif et très intéressant, Bah, merci effectivement. beaucoup et je pense qu'on refera le point lorsque tu feras ta deuxième opération. Eh bien, j'espère, je vous dis, hein, on est en janvier, ben, avant le 31 décembre 2022, voilà, dans l'idéal, il faut qu'elle soit faite. D'accord. Et là, du coup, sur cette nouvelle année, tu t'es fixé quoi? À faire une opération, deux opérations? Ah, ben moi, j'aimerais vraiment, je te dis, hein, si on peut aller jusqu'à 2 500 000 euros, idéalement, avant mes 40, enfin, autour de mes 40, 42 ans, faudrait que j'y arrive, quoi. Donc, allez, 2,5 millions, ça peut être 5 ou 6 opérations. Ok, super. Bon, bah écoute, on fera le point à ta prochaine opération alors. Bien sûr, ben, qui Merci ira plus beaucoup. vite que prévu. Je t'en prie. Merci. Allez.